Alors là, un colloque sur la défense de la langue française, c'est quelque chose qui sonne a priori de façon étrange. En France, on parle français. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de défendre? Nous parlons tous français. Ce colloque est en français. Nous parlons le français quand nous sommes entre nous. Alors, quelle idée de défendre le français? Eh bien, c'est que le français, en fait, on le parle de moins en moins. Je parle en France même. On l'utilise de moins en moins. On y recourt de moins en moins. Un petit exemple. Quand on achète un produit électronique, très souvent le mode d'emploi est en anglais. Est-ce qu'on y fait attention? C'est tellement fréquent que non. Et pourtant, le français manque. Je vais vous donner un autre petit exemple, très banal mais très révélateur. Dans notre salle de bain, nous avons des produits cosmétiques, du savon, de la crème à raser. Eh bien, si l'on regarde la composition de ces produits, elle est uniquement en anglais. Vous allez me dire, il y a une loi de protection du consommateur, certes. Mais malgré tout, c'est en anglais, ce n'est pas traduit. Bon, vous allez me dire, le mode d'emploi d'un shampoing, on y arrive sans traduction. C'est vrai. Mais si on est allergique à un des composants, là aussi le français manque. Il y a 3 ans, il y a eu un petit accident d'avion à l'aéroport d'Orly. Pas de blessés, pas de morts, ça s'est très bien passé. Un des moteurs a pris feu, le pilote a réussi à poser son avion sans incident. Magnifique, parfait. Impeccable. C'était pourtant une compagnie à bas coût. Mais il y a quand même eu 8 blessés parmi les passagers. Parce que le personnel navigant commercial, comme on dit, c'est-à-dire les hôtesses, ne parlait pas la langue des passagers. Les passagers étaient des Français ou des Espagnols. Le vol reliait Paris à Alicante. Le personnel de bord ne parlait que l'anglais. Il ne parlait pas le français, il ne parlait pas l'espagnol. 8 blessés, on aurait pu les économiser. Non. L'anglais, là aussi, a remplacé le français. Vous vous rappelez également que il y a eu la surirradiation des patientes de l'hôpital d'Épinal, il y a quelques années. Effectivement, il y a eu 5000 surirradiés, il y a eu des cas mortels, c'est grave. Alors évidemment, on a fait une enquête, on a incriminé naturellement les préparateurs, les médecins radiologues, et on a considéré qu'il s'agissait de fautes humaines, que l'un des médecins avait mauvais caractère, l'autre n'était pas syndiqué où il fallait. Bien sûr. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le mode d'emploi de ces appareils de radiologie, j'ai besoin de préciser, il est en anglais. Le ministère de la Santé n'a pas fait son travail. L'appareil aurait dû être livré avec un mode d'emploi en français. Et le mode d'emploi en français aurait permis non seulement une expression en français, mais la conversion aussi des unités de mesure anglo-saxonnes. Les anglo-saxons confondent les points et les virgules. Les anglo-saxons mettent des points quand nous mettons des virgules, et mettent des virgules quand nous mettons des points. Eh bien, quand on donne ça à un francophone, il est immanquable qu'un jour ou l'autre, il se trompe dans ses réglages. La véritable question, elle est là. On a tout fait pour que ces médecins soient en situation de se tromper. Le français manque de plus en plus. L'anglais est là partout maintenant, dans des situations de plus en plus, non seulement dans des situations de pouvoir, mais dans des situations banales. J'habite Paris. Il y a, dans les rues de Paris, des Vespasiennes toutes neuves, installées par M. Delanoë et les services de la mairie.
Bien entendu, ces Vespasiennes sont bilingues anglais, vous imaginez. Pourquoi? Vous pensez qu'un Américain ou un Anglais, même bête, a besoin qu'on lui explique comment faire pipi? Bien sûr que non. Si on voulait vraiment aider les étrangers, est-ce que c'est par l'anglais qu'on commencerait? C'est pas sûr. Peut-être qu'il serait plus utile, surtout dans des dispositifs comme ça qui surprennent des gens originaires du tiers-monde, peut-être vaudrait-il mieux écrire ça en bambara, par exemple. Ce serait certainement plus utile. Mais bien sûr, on ne le fait pas. Parce que le but n'est pas d'aider les étrangers. Toutes les inscriptions bilingues que nous voyons, toutes ces inscriptions ne sont pas là pour aider les étrangers. Parce que sinon, on mettrait de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, du russe, de l'arabe, du bambara, du kabyle, que sais-je encore, du chinois peut-être. Elles ne sont pas là pour les étrangers, elles sont là pour nous. Elles sont là pour que nous nous habituions de plus en plus à parler l'anglais, à recevoir, à subir l'anglais en permanence. C'est du matraquage, c'est du lavage de cerveau. Ces inscriptions sont là pour nous dire subliminalement à nous Français, votre langue, personne ne la connaît. Elles sont là pour nous donner, pour alimenter le complexe permanent contre la langue française, contre le modèle français. Elles vont de pair avec le discours permanent de la radio et de la télévision, comme quoi la France est en retard sur ses partenaires européens, la France est en retard sur le Paraguay, la France est en retard sur que sais-je encore, la France est en retard sur tout. Sauf que quand les Japonais ont eu un accident à Fukushima, c'est Areva qu'ils sont allés chercher. Mais la France est en retard sur ses partenaires européens, bien entendu. Eh bien, c'est la même chose pour la langue française. Ces inscriptions bilingues sont là pour nous dire vous n'existez plus comme communauté visible. C'est le modèle français, c'est la société française qui est en question. Alors il s'agit bien cette fois-ci d'une question d'ordre politique, de l'organisation de la cité. La langue française, nous en avons besoin. La langue française ne sert pas simplement à communiquer. Comme on dit le plus souvent qu'une langue sert à communiquer. Apprenez le volapuc parce que comme ça vous pourrez communiquer. Mais non, avant de communiquer, une langue sert à autre chose. Une langue sert à penser, elle sert à réfléchir. Les petits-enfants qui apprennent une langue maternelle, eh bien, c'est la même opération intellectuelle. Les sciences de la cognition nous l'ont bien expliqué. Ils apprennent en même temps à parler et à construire un raisonnement. Et donc, c'est un élément très important. Je vais y revenir un peu plus loin tout à l'heure, mais comme par hasard, on veut enseigner l'anglais aux petits-enfants le plus tôt possible. Toutes ces choses sont liées. Il y a manifestement une substitution organisée. Vous croyez que c'est la théorie du complot, n'est-ce pas? Je vous assure bien que je ne suis pas complotiste. Mais il faut bien voir que ces choses sont trop concertées pour être le fait du simple hasard. Il y a derrière cela un projet. Il y a un projet. Il y a un projet que nous subissons. Le président Mitterrand disait « Les Français sont en guerre et ne s'en rendent pas compte ». Il s'est bien gardé de préciser de quelle guerre il s'agissait, mais il avait bien, dans son arrière-pensée, identifié l'adversaire. Et l'adversaire, c'est la puissance économique, stratégique, financière du monde anglo-saxon et en particulier des États-Unis. Pourquoi s'en prendre à la France? Pourquoi s'en prendre au modèle français? Mais parce que même si les Français, abrutis par la culpabilité existentielle que leur matraque la radio et la télévision et les Vespasiennes de Delanoë, eh bien, nous sommes en fait le seul modèle concurrent. L'État-nation démocratique, l'État laïque, une certaine façon de s'exprimer de façon universelle au monde, c'est le modèle français.
Il n'est pas parfait le modèle français, nous sommes bien placés pour le savoir. Mais en tout cas, il existe. Le français est une langue universelle. Et il y a une autre langue universelle, il y a une autre langue internationale qui ne veut pas de cette concurrence. Nous sommes, dans une certaine mesure, nous n'en avons pas complètement conscience, mais nous sommes une cible. L'État-nation démocratique, il est attaqué partout. Il est attaqué en Europe, il est attaqué dans les pays arabes, il est attaqué partout. La langue française, c'est la seule rivale de l'anglais. Ce n'est pas le russe, qui n'est parlé que par une certaine partie géographique du monde. Ce n'est pas l'espagnol, qui n'est parlé qu'en Amérique latine. Ce n'est pas l'arabe, pour des raisons géographiques. Des langues universelles, il n'y en a que deux. Le français et l'anglais. Et le projet de domination de nos rivaux, et peut-être de nos adversaires, c'est de se dire nous voulons éliminer l'autre. Nous voulons que l'autre soit relégué. Et les moyens mobilisés sont importants. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous ne le faisons pas, mais eux le font. Ce qui pose problème, c'est que tout ce qui devrait institutionnellement nous protéger dans cette guerre, eh bien, est passé avec armes et bagages du côté de l'adversaire. Où la puissance publique nous protège-t-elle? Elle nous empêche même d'en prendre conscience. C'est une chose qui est grave. Et effectivement, petit à petit, eh bien, l'anglais se substitue au français dans la vie de tous les jours. Il y a dans les entreprises des gens qui parlent un jargon d'une affligeante pauvreté, influencé par le lexique de l'anglais et par la syntaxe de l'anglais, et qui est une espèce de langue de langue de caste, et qui progressivement abandonne la référence à la norme du français. Pas forcément de la norme du français écrit ou littéraire, non, la norme du français tout court. Et ce langage est pauvre. Ce langage est un langage d'exécutants. C'est un langage de gens qui copient. C'est un langage de gens qui imitent. Avec ce langage-là, on ne pense pas. On obéit. On obéit à la hiérarchie. On n'a pas les moyens de remettre en cause une stratégie économique, une stratégie financière. Penser ailleurs et dans une autre langue. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre aspect. Il y a un autre danger. Lui aussi orchestré. C'est le langage inculte des jeunes. Ne croyez pas que ce soit le résultat de l'influence de la télévision ou des jeux vidéo. Ça, c'est ce qu'on nous met devant le nez. Mais c'est pas le cas. Il y a là aussi des programmes scolaires qui sont mis au point pour que la génération de nos enfants soit la plus inculte possible. On a commencé déjà il y a une trentaine d'années avec de mauvaises méthodes d'enseignement de la lecture. La fameuse méthode globale. On l'appelle plus comme ça, depuis le temps qu'on la critique. Mais elle est toujours en vigueur, sous d'autres noms. En quoi consiste-t-elle? Non pas à lire, mais à deviner. À reconnaître un mot, non à le lire. Comme si le français s'écrivait avec des idéogrammes chinois. Le chinois, lui, effectivement, ne peut pas l'apprendre autrement qu'avec la méthode globale. C'est normal. L'écriture chinoise ne note pas le son. Elle ne note que le sens. Nous, notre écriture ne note pas le sens. Elle note le son.
Et on apprend aux enfants à lire à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On pense que lorsqu'ils auront photographié le mot, ils pourront, en partant du complexe, arriver au simple. Mais méthodologiquement, c'est stupide. On part du simple pour aller au complexe quand on apprend. Pas le contraire. Le résultat. Le résultat, c'est que pour les enfants, la lecture n'est pas aisée. Ils n'ont pas de plaisir à lire, puisqu'ils sont contrariés à chaque exercice de lecture, soit qu'on leur soumette à l'école, soit ensuite lorsqu'ils auront besoin de lire quelque chose. Donc s'ils ne lisent plus, c'est à cause de cela. C'est pas parce qu'il y a la concurrence de la télévision. Bien entendu, il y a la concurrence de la télévision. Ça, c'est le dérivatif. Mais la cause, elle est là. Ces méthodes globales, elles ont aussi une autre conséquence. Quand on apprend mot par mot, on isole les mots. Vous avez remarqué, les jeunes ne font plus la liaison. Ils disent « j'ai 20 € dans ma poche ». Pourtant, ils ont 20 ans. Là, ils font la liaison. Mais ils disent 20 €. Pourquoi? Parce que 20 ans, ils l'ont entendu des parents. Donc ils répètent. Normal. L'euro est une monnaie récente. Et nous l'espérons provisoire. Mais là, ils ont appris à lire. Ils ont appris le rapport à la langue mot par mot. Donc 20 d'une part, euros de l'autre. Où est la liaison? Pourquoi existent-elles les liaisons en français? Elles sont la marque du lien entre les mots. Elles sont la marque de la syntaxe. Beaucoup de langues ont des liaisons. Il n'y a pas que le français. Parce que dire un mot tout seul ne veut rien dire. Si je dis euro, je n'ai rien dit. Mon discours n'a rien apporté comme renseignement. Pour que quelque chose, pour qu'un langage, pour qu'une communication s'installe, des mots, il en faut plusieurs. Il faut une chaîne du langage. Et les mots sont articulés entre eux, comme les maillons d'une chaîne. La liaison, c'est la marque que l'on maîtrise, cette chaîne. Quelquefois, on peut évidemment en oublier une. Il ne s'agit pas de faire de purisme. Mais la question est là. Ils ne font plus la liaison parce que cet élément de chaîne est rompu, volontairement rompu. D'ailleurs, écoutez leur langage, ils ne finissent jamais leur phrase. Ils commencent une phrase et ne l'achèvent pas. C'est trop compliqué d'anticiper une fin de phrase, donc ils s'arrêtent au milieu. Cette génération a été vidée de son rapport privilégié à la langue. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, les cours de français, quand ils sont supposés savoir lire, les élèves, les cours de français, on supprime le rapport à la littérature, à la notion d'un beau texte, bien dit, stylé, celui qui, justement, aide à préciser sa pensée, aide à trouver les nuances de la pensée. C'est fini tout ça, les nuances. C'est boum boum. C'est tout. Bien. On ne fait plus de grammaire. On n'enseigne plus le passé simple. On n'enseigne plus les temps composés, les imparfaits du subjonctif, tout ça. C'est plus la peine. Donc, en ne l'enseignant pas, bien entendu, on ne prononce pas l'imparfait du subjonctif dans le langage de tous les jours. C'est évident. Mais on le lit. Donc, on fait en sorte que lorsqu'ils lisent un texte classique, ce soit une langue étrangère. Et vous croyez que c'est le résultat du hasard, ça? Non. Non. Il y a une très grande constance de la part de tous les ministres de l'Éducation nationale, droite, gauche, confondus, de laisser faire un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'Éducation nationale qui, par un mélange d'idéologie, fonctionnent avec l'idée que le langage est une espèce de terrorisme, que le langage, comme disait Raymond Barthes, c'est fasciste. Ah oui, ça évidemment, il faut faire des efforts pour l'apprendre. C'est une contrainte. Ça conditionne la pensée, oui. Le problème, c'est que si on conditionne pas sa pensée avec un langage, on ne pense pas. C'est une faute de raisonnement. Mais c'est l'idéologie en vigueur.
Et nous avons un mélange dans ces hauts fonctionnaires de gens qui viennent d'une espèce de gauchisme, le langage est fasciste, et d'autres qui sont d'ultra-libéraux. Et le résultat, nous le voyons, nous avons une génération d'enfants qui sont sacrifiés. Et pour des gens de gauche, ça a comme conséquence que l'ascenseur social ne fonctionne pas. Parce que lorsque des enfants vont à l'école, qu'ils viennent d'un milieu défavorisé, si l'école n'est pas là pour les tirer vers le haut, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors certaines familles, effectivement, ont les moyens de donner des heures de donner des leçons particulières à leurs enfants, de les mettre dans l'enseignement privé. Mais ça, c'est l'échappatoire qui n'est pas l'ambition de l'école de l'État. Où est l'ascenseur social dans ces cas-là? Il n'y est pas. Et à partir du moment où nos enfants n'ont plus un enseignement de français de qualité, ils ne peuvent pas non plus être bons en sciences. Ils ne peuvent pas non plus construire un raisonnement en mathématiques, avoir une mémoire en histoire, avoir une représentation de la géographie. Tous ces autres éléments, de ce fait, leur sont coupés. Le niveau catastrophique, il est là. La France a été pointée par l'OCDE à plusieurs reprises pour la baisse considérable du niveau de ses élèves et de ses étudiants. Alors que la France est un des pays les plus riches. La France dépense beaucoup d'argent dans ce système éducatif, mais pour faire n'importe quoi. Alors je reviens à la question du début. En France, on parle français. Vous voyez dans quelles conditions. Le constat est grave. Nous sommes effectivement dans une situation, avant de commencer toute résistance, d'abord de constat. Il faut prendre conscience de ce qui se passe et considérer qu'il ne s'agit pas du hasard. Nos enfants ne sont pas plus bêtes que la génération précédente. Simplement, ils sont vides. Et comme la nature a horreur du vide, ils ont été remplis par autre chose, par effectivement les sous-produits culturels, comme par hasard américains, qui sont jeux vidéo, télévision, internet, etc. Et avec des représentations, avec des idéaux, avec des images, qui sont un programme désastreux. Regardez leurs jeux avec des figurines, des jeux vidéo. Ce ne sont que des monstres. Où est le rapport aux héros positifs dans une certaine mesure, aux preux chevaliers qui ont alimenté nos propres enfances? Ils ont disparu. Il n'y a plus que les méchants, il n'y a plus que les laids. Ils n'ont aucune notion du beau. Ils ont au contraire la représentation des couleurs vives, des couleurs violentes, mais pas de la nuance. Le rapport au langage, à partir du moment où ils en sont privés, où ils ne s'expriment plus, eh bien nous avons la violence dans les écoles, tout simplement parce que, en cas de désaccord, on n'est pas capable de s'expliquer, de dire le nœud du problème est ici. Voilà, je voudrais que tu fasses cela. Voilà là où tu m'embêtes et là où je pourrais, moi, tirer profit de ton expérience. C'est impossible. Donc, violence, on tape. Alors nous avons besoin de reconquérir notre langue. L'appel à la résistance, effectivement, c'est celui qui s'impose. Nous devons reconquérir notre propre langue. Nous devons, dans notre vie de tous les jours, de citoyens, de consommateurs, de parents d'élèves, nous devons chaque fois ne plus céder, ne plus laisser faire. Vous connaissez la pièce de Brecht, l'irrésistible ascension d'Arturo Ui, c'est-à-dire d'Hitler. Eh bien, cette pièce explique que c'est une succession de lâchetés qui a fait que le pire est arrivé. Eh bien, là aussi, c'est une espèce de pire. Évidemment, c'est moins grossier que l'hitlérisme, nous sommes bien d'accord. Mais il s'agit, dans ce cas comme dans le précédent, d'une entreprise de destruction. Et qui s'adresse cette fois-ci directement aux esprits.
C'est presque plus grave. Donc nous avons besoin de reprendre possession de notre langue, de réexiger chaque fois que c'est possible qu'elle soit non seulement présente, mais qu'elle soit la première. Parce que la langue de la cité, c'est celle qui nous permet de vivre ensemble, c'est notre premier lien social. La langue française, c'est le service public de la liberté de penser. Et les services publics, en ce moment, il faut les défendre. Alors là, il s'agit de quelque chose, c'est vrai, d'impalpable. Il s'agit d'un patrimoine qui n'est pas un patrimoine de vieille pierre, mais c'est un patrimoine intellectuel. Il faut le protéger, il faut le défendre. Et c'est vrai que le patrimoine linguistique, il est attaqué également. Nous avons un patrimoine scientifique. La France est une grande nation scientifique. Même si on nous dit que oui, la France c'est la culture, mais pour le reste, bof. C'est pas vrai. La France est une grande nation scientifique. Eh bien, la dépossession de son patrimoine scientifique, en tout cas sur le plan du langage, lui aussi est en route. Vous avez entendu parler du protocole de Londres, c'est-à-dire du fait que depuis quelques années, on peut déposer en France des brevets, faire protéger par la loi française des brevets industriels et commerciaux, eh ben on peut les déposer en anglais. Autrefois, on était obligé de les traduire pour avoir la protection du droit. Maintenant, on peut les déposer en anglais. Le résultat d'abord linguistique, eh bien c'est que la base terminologique du français s'appauvrit, parce que tant que l'on traduisait, les bases terminologiques étaient à jour, on pouvait tout dire en français. Puisque une invention faite dans un pays anglophone, ou au Japon, ou en Corée, ou en Allemagne, quand c'était déposé en France, c'était traduit. Donc il y avait des mots pour le dire, il y avait des mots pour le discuter, il y avait des mots pour s'en emparer, et il y avait des mots aussi pour l'améliorer. Maintenant, on ne traduit plus. C'est déposé directement en anglais. Donc il n'y a plus de base terminologique. Nous sommes en train de perdre ce qui faisait notre patrimoine immatériel certes, mais notre patrimoine scientifique. Les revues scientifiques sont de plus en plus en anglais. Pourquoi? Ce sont nos impôts qui les financent. La responsabilité des scientifiques, elle est d'abord et avant tout devant la cité. Pourquoi publier dans la langue des concurrents? Ça n'a pas de sens. Par esprit de caste, c'est tout. Mais ça n'a pas de sens. Alors, il faut que nous reprenions, c'est vrai, que nous reprenions le destin de notre langue en main. Et il ne faut pas compter sur l'État. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre que soi. La puissance publique a démissionné. Elle est de l'autre côté. Les institutions pseudo-francophones, l'Organisation internationale de la francophonie, ça l'intéresse pas. L'Académie française, personne ne l'écoute. Il ne faut compter que sur nous, dans notre vie de tous les jours. Il faut marquer FFI ici sur notre manche et ne jamais céder. Dire non, c'est en anglais, je comprends pas. Pourquoi vous mettez de l'anglais là? C'est pas la peine. Et si l'on veut aider les étrangers, encore une fois, alors que ce soit multilingue. Voilà. La langue française, son destin est entre nos mains. Nous ne pouvons pas le déléguer. Nous avons cru trop longtemps que la francophonie, la défense de la langue française, il y a des associations pour ça, il y a des institutions pour ça. Non, il n'y en a pas. Les associations n'ont pas de moyens et les institutions s'en fichent quand elles ne sont pas passées de l'autre côté. La langue française, il faut qu'on la reprenne en main. C'est la nôtre, c'est notre langue. Vous savez, nous ne sommes pas que les héritiers des constructeurs de cathédrales, de Versailles ou des grèves de 36. Nous sommes aussi, si nous voulons continuer à exister comme Français, nous devons être aussi la projection dans l'avenir de ce que nous sommes ou de ce que nous avons été. Et c'est toute la question, elle est là. Est-ce que nous avons toujours envie d'être Français? Est-ce que nous avons envie toujours d'avoir le français en partage? C'est la vraie question. Et c'est aux citoyens de répondre, pas aux institutions. Merci.